Bonjour à tous et bienvenue en Lorraine, plus précisément à Landres, où se déroulent les championnats du monde de vol circulaire. C'est une des disciplines les plus insolites dans le monde de l'aéromodélisme. Pour nous en parler, Jean-Paul Perret, l'organisateur de l'événement. Jean-Paul, comment ça se passe ? Alors ça se passe très bien, 5 continents représentés, 41 pays, 370 compétiteurs, 650 participants avec les mécaniciens, les accompagnateurs, les supporters. Donc pour nous, le soleil et ensuite 5 jours de compétition qui détermineront et qui pourront se terminer par 19 titres de champion du monde, junior, senior et par équipe. Comment ils se situent les Français dans cette discipline ? On peut penser que les Français peuvent être sur les podiums en team racing, en course, puisque nous avons notamment au club des champions d'Europe, 2 fois champions du monde, 5 fois champions d'Europe, l'équipe sur Rug. Nous avons également des gens qui brillent en vitesse, mais le but étant d'accrocher une médaille de bronze. La même chose au niveau de l'équipe d'acrobatie, où le vrai but de la fédération, ça serait d'obtenir depuis longtemps une médaille ou un podium en matière d'acrobatie. Merci beaucoup Jean-Paul Perret, donc Jean-Paul qui est l'organisateur de ces championnats du monde de vol circulaire ici à Landres, et je vous propose d'en découvrir un petit peu plus maintenant dans le film qui va suivre. Ce mondial du vol circulaire s'est déroulé à Landres du 13 au 19 juillet. Avec cette piste, le cercle modéliste du bassin de Landres est l'un des plus beaux terrains au monde dédiés à la discipline. 41 nations et quelques 335 compétiteurs ont fait le déplacement. Certaines équipes comme la Russie sont venues en force avec 22 pilotes. La France compte 13 compétiteurs alors que d'autres pays participent pour la première fois. C'est le cas de l'Iran avec son unique pilote et son accompagnateur, ou encore des Philippines. Avec le vol libre et radiocommandé, le vol circulaire est l'une des grandes disciplines de l'aéromodélisme. Il s'agit en revanche de la seule catégorie où le pilote est physiquement relié à son modèle par 2 câbles d'acier d'une vingtaine de mètres de longueur. Le vol circulaire compte 4 catégories d'épreuves. La vitesse, ou F2A. Chaque concurrent doit atteindre une vitesse maximale sur 1 kilomètre parcouru. Très physique, le vol dure moins de 15 secondes. Le pilote pivote sur lui-même une douzaine de fois. Les vitesses atteignent ou dépassent même les 300 km/h. La voltige ou acrobatie, F2B, cette épreuve consiste à faire effectuer au modèle un programme de figures imposées dans un ordre précis à la verticale de la piste. Au programme, boucle, renversement, vol sur le dos, 8 et trèfle. Viennent ensuite les courses par équipe ou F2C. Sur la piste,
3 équipes s'opposent. Chacune est composée d'un pilote et d'un mécanicien qui assure notamment l'allumage du moteur et le ravitaillement. Les modèles doivent réaliser 100 tours de piste, soit une distance de 10 km le plus rapidement possible. Et enfin, le combat, ou F2D de modèle, des ailes volantes, évolue dans un volume en tractant une banderole de papier. Le but consiste à couper celle de son adversaire avec l'hélice le plus de fois possible en évitant de subir le même sort. Dans ce film, nous allons découvrir cette discipline insolite et très impressionnante, à la rencontre de ces pilotes, hommes et femmes de tous âges, qui préparent ce grand championnat depuis des mois. On va assister là à une épreuve assez impressionnante. Là, on peut dire que c'est vraiment une épreuve très aérienne. C'est la catégorie combat. Ouais. F2D, c'est quoi le combat? Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Le combat, c'est 2 ailes volantes très simplifiées, très faciles à fabriquer, qui traînent derrière elles des banderoles de 3 mètres de long. Et le but, c'est d'aller couper la banderole de l'autre le plus de fois possible. Le tout à 200 km/h. Alors, il y a 2 pilotes qui s'affrontent dans le ciel, c'est ça? C'est ça. Comme on voit là, celle qui est en bas actuellement a une banderole, l'autre n'en a déjà plus. Et le but de celui qui n'en a plus va aller d'aller couper 2-3 fois la banderole de l'autre. Ça demande énormément de réflexes et une sensibilité de pilotage impressionnante. Et on regarde l'aile de l'autre et on fonce vers lui. Chaque pilote a 2 mécaniciens. Il a le droit à 2 ailes par combat et il y a un temps de chauffe des moteurs pour être sûr que tout soit prêt pour le combat. Donc chaque mécanicien, pendant ce temps-là, prend une aile en charge, la prépare, fait le plein, va vérifier que le moteur tourne bien. Et quand le combat sera lancé, un seul lâchera l'aile, l'autre l'arrêtera. Voilà, là on voit que le mécanicien est prêt à partir, il est en train de faire le dernier réglage. Le deuxième, je pense, va accrocher la banderole, sauf si c'est déjà fait. Alors là, on voit bien la banderole. Il est prêt à partir. Voilà, regardez, le deuxième mécanicien tient la banderole pour être sûr qu'elle ne raccroche rien. Et dès que le juge de piste dit top, voilà, les 2 ailes partent. Donc c'est une équipe de 3 personnes. C'est ça. Alors là, il y a d'abord une phase où il ne se passe rien, et les 2 pilotes doivent être à l'opposé, et là, le juge déclare le combat ouvert. C'est ce qui vient de se passer. Ils se sont percutés en direct. Et les deux au sol. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On arrête l'épreuve ou non, on remplace les machines? Les mécaniciens sont en train de courir, même les pilotes sont en train de courir vers les ailes pour pouvoir récupérer la banderole. Normalement, le deuxième mécanicien a déjà démarré la deuxième aile et il ne reste qu'au mécanicien à courir pour accrocher la banderole sur la deuxième aile. Alors Mathieu, là on les voit évoluer très très vite, assez proche du sol même. Hein. Il y a des poursuites. Oui. Est-ce qu'il y a de la stratégie dans une épreuve comme ça? Oui, énormément. C'est très très stratégique comme catégorie. Il y a ceux qui décident de défendre pendant 3 minutes et la dernière minute vont attaquer et tout donner. Ça, généralement les bons font ça. Il y a ceux qui attaquent tout de suite en espérant que ça passe. Il y en a qui ne font que défendre en espérant que l'autre aille au sol par lui-même, en volant justement à 10 cm du sol. Ils y arrivent. D'accord. Et voilà, il y a vraiment beaucoup de stratégie dans cette épreuve. Là, sur l'image, on peut voir que le mécanicien bleu a redémarré une aile cassée, ce qui veut dire qu'il va voler avec une aile. On voit, regardez, là on voit bien qu'elle est cassée. Ah oui. Et tout ça pour avoir moins de pénalité de temps au sol que l'autre. Même si l'aile n'est plus en état de bien voler, il repart pour ne plus pas avoir de pénalité au sol. Ah oui, donc il faut être stratégique dans la technique de pilotage, mais aussi dans la gestion du temps. Et regardez, l'aile qui est maintenant sur la droite, on voit clairement qu'elle ne vole pas bien, elle ne va pas vite, et dès qu'il fait une figure, elle décroche. Donc là, il passe en défense, c'est-à-dire qu'il court autour en restant le plus près possible du sol. D'accord, donc là, voilà, l'idée, c'est de ne pas se faire attraper et couper la banderole. Exactement. Alors Dimitri, c'est même plus un avion, là, c'est une aile volante, c'est ça? Effectivement, c'est bien une aile volante. Pareil, comme pour toutes les autres catégories, la surface est réglementée, le poids aussi. Elle est plus grande parce qu'elle a besoin de plus de surface pour pouvoir déjà planer. Elle a un profil beaucoup plus épais que les autres catégories, que pour la vitesse ou que pour le team. Parce qu'elle doit faire des figures très courtes, donc le profil est très important. Elle est fabriquée en bois, c'est du balsa, donc c'est du bois très léger. Et elle est entoilée dans une matière très fine qui est du mylar, qui est une matière thermo-rétractable, donc on peut, pour pouvoir la tendre, en fait, on la chauffe et c'est tendu.
C'est très technique, étant donné que c'est un modèle qui est très sensible. Le pilote a besoin de beaucoup de dextérité pour pouvoir la piloter. Il y a les câbles qu'on accroche ici qui permettent d'actionner un palonnier qui fait bouger le stabilisateur. Et alors ça permet de faire des figures? Effectivement, suivant comment, qu'est-ce qu'on donne comme commande, la figure sera plus ou moins grande. Alors c'est un moteur de 2,5 cm3 thermique, essence. Tout est réglementé, que ce soit l'échappement, le volume de l'échappement et la sortie d'échappement est réglementé. Et l'entrée d'air est réglementée aussi. On attache la banderole à la boucle qui se trouve ici, de cette manière. Que vous avez dans les mains là, ça c'est l'avion catégorie 2A, l'avion de vitesse, c'est ça? C'est ça, j'ai un avion de F2A qui peut être très reconnaissable car avion mono-aile, hélice monopale, tout pour aller diminuer la surface et aller le plus vite possible. On est dans la recherche aérodynamique maximale, une seule aile qui va caréner les câbles à l'intérieur, une seule pale en fait pour limiter les turbulences au niveau de l'hélice. On gagne à peu près 15% de vitesse comme ça et c'est évidemment recherché pour atteindre les 300 km/h et gagner la compétition. Là l'avion vous voyez est fait à la fois de carbone et de balsa, une aile métallique. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que ce moteur? Pour le coup c'est des designs qui sont assez simples. Vous avez la bougie qui est à l'extérieur. Après à l'intérieur on le voit pas trop dans le carénage mais vous avez un refroidissement le moteur tourne aux alentours de 45 000 tours minute, donc on est sur quelque chose qui a besoin d'un refroidissement parfait, mais sinon il ressemble à la majorité des moteurs que vous allez trouver dans les autres catégories, en plus petit puisque la cylindrée est limitée à 2 cm3. Vous avez un phénomène qui est particulier qui s'appelle la résonance qui est recherchée et qui va donc dans la catégorie vous permettre, vous allez voir l'avion décoller très tranquillement, très lentement et une fois qu'on atteint cette vitesse de résonance, vous allez avoir l'avion qui va passer d'un coup brusque à plus de 280 à l'heure, 290, 300 pour les meilleurs. Qu'est-ce qu'on met là-dedans comme carburant? Le carburant est standardisé au niveau donc fourni par l'organisateur avec 80% de méthanol et 20% d'huile. Et pourquoi il faut ce carburant-là? C'est adapté pour ce moteur-là ou... Non, en fait, c'est le standard imposé, c'est-à-dire que derrière, vous avez à régler votre moteur, votre hélice, votre avion en fonction du carburant qui est imposé pour toutes les compétitions. C'est le dernier jour de compétition, les finales, et nous sommes actuellement en direct devant les épreuves de vitesse catégorie F2A et je me trouve avec Pierre Alberola, Pierre qui est l'actuel team manager de l'équipe de France. Ça démarre bien. Et c'est parti pour Anthony. Voilà, il a accroché, il a accordé et il rentre dans le pylône. Voilà, il est au pylône. Vous voyez, la poignée est dans la fourche. C'est physique parce que la traction est très importante. Quelle quantité de carburant on met là? C'est tout. Alors c'est libre, mais si vous voulez, en général, c'est une quantité qui doit faire 60-70 cm3, quoi, pas plus. Et il ne faut pas qu'il y ait une quantité trop faible parce que de toute façon, le pilote a besoin du carburant nécessaire pour pouvoir faire de façon aisée son réglage, sa prise de pylône, son vol, et ensuite il coupe. Les modèles sont en général très proches les uns des autres et ce n'est pas dans le modèle qu'il faut chercher la différence. La différence se fait dans les moteurs et souvent les moteurs sont les mêmes moteurs, du même fabricant, de même origine, mais il y a l'état du moteur. Et vous savez, ce sont des moteurs dont l'usure est extrêmement difficile à mesurer
lorsqu'il s'agit de variations infinitésimales. Et c'est cette usure qui va déterminer très souvent le niveau de performance. Bien sûr, il y a l'hélice, il y a la manière d'utiliser le matériel, le réservoir, etc. Mais très souvent, c'est une question finalement de piston et de cylindre. Voilà, c'est souvent ça qui est le petit facteur différentiel d'un moteur. On a entre un moteur absolument excellent, un moteur de record, et un moteur qui est un tout petit niveau en dessous. Vous voyez, ce sont quelques kilomètres/heure. Donc c'est un sport, une discipline où la mécanique c'est la mécanique qui prime. son Bien sûr, importance. bien sûr. Et tout l'art, c'est d'arriver avec le moteur au meilleur niveau et presque pas tout à fait au meilleur niveau, ce qui permet de faire tous les vols du championnat. Démarrage du modèle italien de Luca Grossi. Luca Grossi. Et on a apparemment 302 km/h. 302, c'est très belle performance de l'italien Luca Grossi, 302 km/h. Au niveau pilotage, c'est pas difficile. On compare ça à un 100 mètres en athlétisme, c'est-à-dire un effort spontané d'un coup de 10 secondes, 15 secondes. Par contre, on passe des heures à tout démonter, tout nettoyer pour refaire la mécanique parfaite. This is my first competition. Yeah, it's difficult at the beginning, but when you're training more, it's better. I like it because at the beginning I made myself my planes, and this was very interesting for me. C'est le plus grand championnat au monde, donc évidemment ça met la pression. Mais avec une telle ambiance et la qualité de ce site, ce n'est que du plaisir. Vous avez une construction bois, fibre de verre pour l'entoilage. Là on voit des gouvernes, c'est pour la décoration ou elles servent à quelque chose? Non, là vous avez en fait pas tout à fait des gouvernes, on appelle ça des flaps, c'est-à-dire que c'est des volets qui vont servir d'hypersustentateurs et qui vont surtout nous servir dans les figures carrées, triangles, puisqu'on doit réaliser des rayons d'1,50 m à plus de 100 à l'heure, ce qui représente à peu près 40 à 50 G pour la personne qui ne se trouve pas dans l'avion, mais on imagine les forces qui s'exercent à cet instant-là. On a un moteur électrique, on retrouve aussi du moteur thermique sans distinction en fait dans la catégorie, puisque ça ne va pas être pénalisant pour le vol. Et un avantage à l'électrique, c'est la fiabilité, puisque vous avez toujours le même nombre de tours minutes et c'est régulé électroniquement. L'avantage pour le thermique sera plutôt le poids, puisque vous n'avez pas le pack de batterie à emmener. Et je me trouve avec Jackie Pigou, qui est pilote de voltige, qui a fait de nombreux championnats. Chaque pilote a sa position, c'est étonnant. Là, il ne voit que son avion. Il est concentré sur son avion. Il ne voit rien de ce qui se passe autour. Il est dans le 8 carré, la figure dont je parlais tout à l'heure, qui est à mes yeux la plus difficile. Très longue, une des figures les plus longues du programme, autour de 16 secondes de pleine concentration. Voilà, l'atterrissage est fait. Se fait et le applaudir vol d'ailleurs. se finit maintenant, à l'arrêt des roues. Ah, À l'arrêt des roues. à l'arrêt des roues. C'est-à-dire que si le dernier mètre est à 7 minutes et que les roues tournent encore, si ça fait 7 minutes 0,1, c'est 0 à l'atterrissage. Les 3 loopings à l'endroit, il est en train d'exécuter ces 3 loopings à l'endroit et le vol d'eau ensuite. Là, il part pour 6 tours sur le vol d'eau. 2 seulement seront notés, les 2 du milieu. Donc, ce qu'on note sur le vol d'eau, c'est la hauteur, la planéité du vol, bien sûr. Il faut que le vol soit le plus plan possible. Et ensuite, il va attaquer ces 3 loopings à l'envers. Alors, ce qui est important, c'est la hauteur en haut, l'élévation, 45 degrés, et la hauteur en bas,
entre 1m20 et 1m80, en général 1m50. Si le looping se finit trop bas, on sera pénalisé. Et s'il se finit trop haut, forcément, on sera pénalisé aussi. Là, il a fait ses 2 carrés à l'endroit, 2 loopings carrés à l'endroit, et là, les 2 loopings carrés à l'envers. Donc on part de 45 degrés d'élévation, et le premier ordre est un ordre à piquer vers le sol, ce qui n'est pas évident, parce qu'il faut quand même le faire à la vitesse où ça va. On n'a pas grand temps pour y réfléchir. C'est éprouvant parce que ça demande énormément de concentration. On ne peut pas retenir son souffle sur les 7 minutes, mais si on pouvait le faire, je pense qu'on le ferait volontiers. C'est quoi être juge, Richard, de catégorie F2B? Là, c'est la catégorie acrobatie, c'est la catégorie pour laquelle on officie pour noter la qualité des figures qui sont effectuées pendant un vol. Il y a un programme de 15 figures qui sont répertoriées dans le programme et qui font l'objet d'une codification. Et chaque pilote doit réaliser ces figures en respectant le cahier des charges de la figure. On contrôle les notes, c'est-à-dire que quand le concurrent a terminé, nous allons voir les juges, nous récupérons le ticket, nous vérifions que ça arrive dans le PC, on regarde s'il n'y a pas de problème, après on valide et on sort la feuille de résultats pour les concurrents. Il peut y avoir une modification de note, c'est-à-dire que le juge nous le signale, il signe à côté pour bien nous montrer que la note est corrigée. Et après, on vient voir sur le PC si la note est bien modifiée ou nous, on la modifie manuellement. Dimitri, ça c'est l'avion pour les courses par équipe. Il a une drôle de forme, tu peux nous expliquer pourquoi? C'est bien des avions pour les courses par équipe. La forme est étudiée pour être le plus aérodynamique possible, pour aller le plus vite possible. Le profil du fuselage, le profil de l'aile est très fin comparé aux autres catégories pour justement pouvoir aller le plus vite possible, pour avoir le moins de freinance avec l'air. C'est un moteur thermique diesel à auto-explosion de 2,5 cm3. La quantité de carburant est réglementée avec un système de coupure, je peux vous montrer, qui, quand on actionne le piquet, fait que le moteur coupe. Pour pouvoir se poser, pour que le mécano refasse le plein et redémarre le moteur le plus rapidement possible. Alors Dimitri, c'est comment piloter un avion comme ça? Le pilotage de ce genre d'avion, c'est très technique. Il faut faire attention de bien être sur l'avion pour pas qu'il chauffe, de ne pas être en retard, parce que sinon, on a une position qui est réglementée. On ne peut pas tirer sur l'avion pour pas qu'il aille plus vite que ce qu'il est capable de faire. Se positionner au centre par rapport aux autres concurrents, c'est très technique. Et c'est le dernier jour de compétition. Nous allons, dans quelques instants, assister au final junior de la catégorie F2C. Thomas, tu es mécano, toi, hein, tu fais partie de l'équipe de France. C'est ta catégorie, la F2C. Tu nous rappelles ce que c'est en quelques mots? Oui, exactement. Je suis mécanicien de l'équipe de France depuis cette année. Première participation. Et en fait, mon travail en tant que mécanicien, c'est de régler le moteur pour pas qu'il serre en vol. Appeler mon pilote et faire des ravitaillements le plus rapidement possible. Alors là, ce sont les juniors, la finale des juniors. Nous allons avoir une équipe russe, bulgare, polonaise. Alors pour rappel, l'épreuve dure quelques minutes. Hein. Oui, 3 équipes. Voilà, c'est ça, 3 équipes. Qui vont il faut faire le meilleur temps. Et il y a combien de ravitaillements pendant l'épreuve? Alors en course normale, c'est minimum 2. Et en course finale, c'est minimum 4. Ils vont tous se regrouper au centre de la piste pour faire ce que l'on appelle la danse des pilotes. C'est ça. C'est parti. Un ravitaillement qui s'est mal passé car la mécanicienne a loupé l'avion ou le pilote est arrivé trop vite. Donc dans ces cas-là, il refait un tour? Là non, l'avion il l'a loupé, donc la course est finie pour eux. C'est une finale comme un peu toutes les autres finales. Les pilotes vont à la même vitesse, tous jouent au sol. Tout se joue au sol. Exactement. Il faut démarrer le plus vite possible pour essayer de battre l'autre. À quel moment il sait qu'il faut ravitailler le pilote? C'est le mécanicien qui l'appelle. C'est le mécanicien qui gère les ravitaillements. Finale junior. Ah, je crois que c'est les Polonais. Les Polonais, oui. Voilà, les Polonais joyeux. The organization, the French organization, has a good reputation in the world.
Les Français ont la réputation de très bien organiser ce type de championnat. Vous avez pu constater que tout est fait aussi pour le faire partager au public. Cela crée donc beaucoup d'attentes. Le site aussi est exceptionnel. Il y a peu d'endroits dans le monde capables de recevoir un tel championnat. L'organisation et la cohésion du jury font aussi partie de ce succès. C'est un sport qui est accessible à tous. Effectivement, pour atteindre ces niveaux de compétition ici en vol circulaire, c'est beaucoup d'entraînement, comme pour tous les sports. Ça demande beaucoup d'entraînement, de temps passé, de technicité. Voilà, donc mais c'est quelque chose qui est accessible à tous. Pour les jeunes qui veulent apprendre un métier qui est quelque chose de technique, l'aéromodélisme ouvre un panel très important puisqu'on parle de la construction. Aujourd'hui, on a des techniques de construction en aéromodélisme. Quelle que soit la discipline, on a des techniques de construction qui sont extrêmement pointues. Quand on regarde aujourd'hui les avions qu'on voit là, c'est des matériaux composites, c'est des moteurs qui sont extrêmement pointus. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut vous apprendre dans les clubs, en plus du pilotage. Et je dirais que pour les jeunes, c'est une porte d'entrée vers les différentes carrières aéronautiques. On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui commencent l'aéromodélisme et qui évoluent vers des carrières aéronautiques. Donc l'aéromodélisme est la porte d'entrée pour l'aéronautique.